Bonsoir et bienvenue dans Verveine Underground. Ce soir, mon invité est Hubert Blanc-Francard, alias Boombass. Bonsoir Mouloud. Bienvenue dans Verveine Underground. Hubert, tu viens de sortir Boombass, une histoire de la French Touch aux éditions Léo Cher. Mais tu es avant tout producteur et cofondateur avec Philippe Zdar du groupe Cassius. L'histoire de Boombass est racontée dans un livre sublime, un livre qui se lit à la vitesse d'un set, d'un DJ set. Ce livre raconte à travers ton histoire également l'histoire de la French Touch. Et en fait, c'est un livre qui peut être accompagné d'une playlist. D'ailleurs, une playlist est disponible sur les plateformes de téléchargement. Ouais. Et ça raconte un peu la même chose qu'on essaie de raconter dans cette émission Verveine Underground, c'est que le postulat de notre émission, c'est de dire qu'on peut raconter n'importe qui et n'importe quoi à travers la musique. Et c'est ce que fait ton livre. Ça commence à Paris, à la fin des années 60. À 12 ans, on t'offre ta première batterie et tu racontes avec précision l'importance de cette batterie. Oui, c'était vraiment... En fait, il y a eu avant que je l'ai, j'ai découvert l'instrument. J'avais une passion pour le rythme, je ne sais pas pourquoi, et en fait mon père est ingénieur du son, et à l'époque il m'emmenait avec lui le week-end, et un jour j'ai tapé sur l'instrument, et là j'ai eu une sorte de révélation difficile à expliquer. Je pense qu'elle va être la même pour un footballeur qui dirait il a joué avec un pote à 5 ans au foot, c'était sa passion. Donc j'ai compris que j'avais un truc avec le rythme, et quand j'ai eu cette batterie, c'était déjà un signe de confiance de mes parents. L'air de rien, ça a l'air bête, mais quand t'offres, c'est pas comme un vélo, c'est un instrument de musique, donc on peut projeter quelque chose de confiance et de patience. De confiance et de patience, parce qu'une fois que j'ai commencé à taper, la batterie était dans leur chambre. Et bon, là, ils ont un petit peu regretté, mais bon, c'est une grande preuve d'amour d'offrir une batterie. Vraiment une grande preuve d'amour. Vraiment, parce que moi, je l'ai pas fait. J'aimerais qu'on écoute un batteur ensemble, un des plus grands batteurs de la musique qui s'appelle Phil Collins. Et moi, il y a un morceau de Phil Collins dont j'avais envie qu'on parle ensemble. Et ce morceau, c'est In the Air Tonight. Pourquoi est-ce que ce morceau est si important et si étrange en fait ? Alors à mon avis, il y a au moins 3 raisons. Je pense la première, c'est l'état dans lequel il était quand il l'a fait. Je ne peux pas vraiment raconter, je ne sais pas dans quel état, mais il n'était pas bien, c'est sûr. Il y a quelque chose qui dans la voix passe tout de suite et qui touche avant même tout le reste. Et après, il y a cette batterie, ça commence avec une petite boîte à rythme. Et ensuite, il tape comme un... Je crois qu'il n'y a pas de charlet, pour ceux qui savent ce que c'est l'instrument, c'est des petites cymbales sur laquelle... Voilà, ça, je crois qu'il n'y en a pas. C'est la boîte à rythme qu'il fait. Et le fait qu'il tape, on n'avait jamais entendu vraiment ce son de batterie-là. La batterie est hyper en avant. C'est un batteur, donc tu veux dire au mec, tu mets tout en avant. Et il y a ça, et sa voix qui est toute fragile en fait. Il chante, on dirait qu'il va pleurer toutes les 3 phrases, et il se met à taper comme un fou sur sa batterie. Moi, ça me rappelle des souvenirs adolescents. Ce sentiment d'aller taper sur la batterie pour faire passer un truc. Et donc il y a un peu de ça. Et après, il y a la mélodie et le son, parce que je crois je sais plus comment il l'a fait chez lui, dans mon souvenir. Donc ça, en tout cas, il a dû enregistrer ça. C'était vraiment un bricolage particulier au niveau du son. Et il a ces moments magiques qui sont liés de bricolage, d'émotion. Et il y a les accords, il y a les mélodies aussi, hein, bien sûr. Si on retire ça, on n'écoute pas. Qu'est-ce que ça permet de décharger la batterie ? Je pense comme tout instrument pour chacun, mais celle-là, c'est soit... c'est pas une colère, mais ça va être une sorte d'énervement lié à des frustrations ou au plaisir quand tout va bien. On joue même mieux quand tout va bien. Mais il y a quelque chose d'abord, on marque le rythme. Le batteur dans un groupe, c'est le boss du tempo. Et il y a l'énergie en fait. Après, quand dans un groupe de base, il y a basse, batterie, guitare, on va dire. Et après, tu as le guitariste qui met à fond ou pas à fond, qui joue, mais qui amène le côté mélodique, harmonique. Le batteur, lui, il est là pour... c'est la colonne vertébrale. Avec le bassiste, c'est ce qui tient la chanson debout. C'est intéressant ce que tu as dit. On se sent, quand on se sent bien, on joue bien. Ah oui. Il y a ce mythe de l'artiste qui est dépressif, qui prend sa guitare ou sa batterie. Oui, alors après, il peut y avoir ça, mais quand même, au moment où quand on est bien, on fait des belles choses. Enfin, je crois. Moi, je préfère être très bien pour faire de la musique. On revient sur la batterie. Donc, batterie offerte par le papa, qui était ingénieur du son. Et tu traînes dans ce studio. Ton papa, Dominique Blanc-Francard, ingénieur du son et producteur de musique, t'a fait un moment écouter quelque chose, et c'est un des
tout premiers souvenirs musicaux. Don't Stop Till You Get Enough. Don't Stop Till You Get Enough. Morceau mythique de Michael Jackson produit par Quincy Jones. Qu'est-ce qu'il a d'incroyable ce morceau en fait? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois... Non, il est pas produit par Quincy Jones. Si. Il est produit par Quincy? C'est produit par Quincy, c'est les premiers albums produits par Quincy Jones. Qu'est-ce qu'il a d'incroyable? Pourquoi est-ce que les notes de musique, elles nous attrapent comme ça dès le début? Ça, c'est vraiment la bonne question. C'est un truc magique. Surtout cet album-là. Thriller est incroyable, on va pas en parler de ça, mais celui-là, il a quelque chose... Il n'y a pas de boîte à rythme, c'est la fin d'une époque, en fait, c'est la fin de l'époque... Enfin, la fin. Il n'y a pas encore beaucoup de synthé et de boîte à rythme dans la musique. C'est la fin du super groupe. Et en fait, Quincy Jones a réuni... il devait faire 60 albums par an, un truc comme ça. Et il arrangeait tout. Il a réuni une équipe de musiciens incroyables derrière lui. Et, parce que les maquettes ont traîné. À une époque, on trouvait la maquette de Michael Jackson de ce morceau, et quand tu écoutes la maquette, il y a la mélodie, tu trouves les 2-3 riffs, mais c'est pas pareil. Ça commence avec des chuchotements, même. Voilà, exactement. Et là, quand le groupe joue, je crois mon frère m'a raconté, je crois qu'ils sortaient des Grammy Awards, les mecs, un truc comme ça, ils venaient de jouer, et l'autre, Quincy Jones a dit, venez au studio, on enregistre ça, ils sont venus, ils étaient chauds, ils ont enregistré, ça a tourné. Et surtout, après, j'ai découvert que le batteur était blanc, par exemple, ce qui n'est pas une importance incroyable, mais pour moi, j'étais persuadé que c'était un batteur de jazz fou ou pas. Non, c'est un batteur de rythme et de blues blanc. Enfin, c'est complètement mélangé. Il y a aussi ça, chez Quincy Jones, c'est qu'il mélangeait, il s'en fout de savoir d'où venait X ou Y, ni même de quelle musique, il mélangeait les bons ensemble. Et il écrivait aussi beaucoup. Je pense qu'une des raisons de la magie des 2 albums Off the Wall et après Thriller, c'est que les arrangements étaient écrits, en fait. Ce qui se fait plus du tout. On n'écrit plus la musique. En tout cas, pas dans la variété, c'est très très rare. Et lui, les synthés, tous les riffs que tu entends, enfin, je me suis pris la tête pendant des années à analyser, et je sais qu'il y a cette partie-là, et après, je pense que chaque musicien a sa partie de liberté en disant, tiens, regarde ça, tout, mais il y a la structure, et lui, dans sa tête, il savait que ce serait ça. Et en plus, il bossait avec Michael Jackson, qui est quand même un génie au sens mélodique, rythme. Quand tu entends les maquettes, tu sais que c'est pas un pantin qui vient entre 2 larmes essayer de chanter, quoi. Mais ça pose aussi la question à laquelle on n'a toujours pas répondu, c'est pourquoi cette basse nous rend fous? Pourquoi ces accords-là nous rendent fous? Avant que Michael Jackson fasse son cri. C'est ça rend fou. Hein. C'est très simple déjà. Même tu le fais comme ça, déjà, c'est bien. Ouais. Tu dis, ouais, il est bien. C'est la magie d'une ligne de basse, en fait. Tu rentres les petites cloches, et après, il y a... Et là, moi, j'ai vu vraiment Dieu. Et un texte où Michael Jackson parle de Star Wars. Alors ça, je ne savais pas. Il parle de Star Wars. Il parle de la Force. Ça m'étonne pas de lui. Il parle de la Force. En fait, il était dingue de Star Wars. Et c'est pour ça qu'au début, il parle de Force, de trucs comme ça. C'est qu'en fait, il était complètement sur Star Wars. Bon, on l'était tous. Hein. Bah ouais. C'est vrai que je ne vais pas dire le contraire. Mais voilà, je pense il y a cette... Et puis surtout aussi, Michael porte la chanson d'une façon incroyable. C'est-à-dire qu'il approche son sommet, et donc il chante... ça a l'air simple quand tu écoutes, mais en fait, porter une chanson, ça veut dire qu'il y a le groupe qui joue, et tu tires la musique avec toi. C'est la voix, en fait, qui tire le groupe. Qu'est-ce qu'il avait d'unique et d'induplicable, Michael Jackson? Je pense le fait que commencer à 5 ans et avoir autant de succès, et en famille, et de vivre ça, et en étant noir américain à l'époque où il a commencé, déjà fait de lui quelqu'un d'à part. Après, quand même un génie de la chanson et de l'interprétation et de la scène, etc. Donc c'est vraiment, il fait partie de ces rares humains qui sont des artistes hors normes, qui sont pas forcément meilleurs que d'autres musicalement, mais qui ont cette synchronicité aussi avec une population entière, en fait, ce qu'on voit chaque année là, mais c'est quelque chose qui est indéfinissable. Si ce n'est qu'on peut analyser le talent, et effectivement, si je le mets à côté de moi dans la pièce là, chacun en chante, il y a une grosse différence. Donc, mais même quand on écoute les émules de Michael Jackson aujourd'hui, si on se dit The Weeknd ou Bruno Mars, il y a un supplément d'âme indépassable. Oui, parce qu'en plus, même s'ils sont Bruno Mars et The Weeknd chantent comme des bêtes, mais justement on y pense. Le fait qu'on pense à Michael Jackson fait déjà crée déjà le lien, et donc de toute façon, c'est comme si demain tu chantes comme John Lennon, c'est cool, mais bon, il y a pas John Lennon.
Mais bon, ça dérange personne. Après The Weeknd, Bruno Mars chante hyper bien. Là, la question, je voudrais la poser à Boom-Bass, l'ingénieur du son, sur le grain de la voix de Michael Jackson. Pourquoi est-ce que ces cris très aigus, ou même sa voix qui est très cristalline, pourquoi est-ce que c'était il suffit de la poser sur n'importe quel rythme, pourquoi ça pète? Et ben en fait, c'est comme un très bon guitariste, un très bon batteur, enfin un très bon musicien. En fait, il a aussi son son. Ça fait partie du costume du musicien. Il y a d'abord la technique, mais ça c'est la base. Mais après, il y a le son qu'il a. Et un chanteur, il doit aussi, au même titre qu'un guitariste ou un violoncelliste ou qui tu veux, doit maîtriser aussi son instrument qui est sa voix. Il ne doit pas y penser. Et je pense que lui, il travaillait, ce que j'avais lu, des heures chez lui avant de venir au studio. Mhm. Il arrivait, il faisait 3 prises. Comme énormément de grands chanteurs qui stressent chez eux, travaillent, ils ne font pas perdre 6 heures au studio en disant « Ah, ça ne marche pas le micro, il y a l'assistant, il y a ci, il y a ça ». Non, il arrive, ils sont prêts. Après, il a le droit de se planter, mais je veux dire, c'est juste c'est un virtuose aussi. En fait, le studio, c'est pas un endroit de recherche, mais... Si c'est à toi, tant mieux, mais c'est ça, dans les années 70, 80, 90, le studio, tu avais tant de jours. Surtout Michael, sur celui-là, il avait un peu, je pense que ça s'est fait très vite. Ça s'entend en fait que c'est un disque qui est fait rapidement. Et voilà, en fait, le fait de maîtriser son instrument fait que déjà, tu maîtrises ton volume, tu connais ton grain. Donc quand tu es derrière le micro, tu n'es pas comme moi à faire près, loin, à gauche, à droite. Tu es devant, t'envoies. On l'a vu avec pas mal d'Américains. C'est une spécialité, notamment américaine. Mais la première fois que ça m'a fait ça, c'est avec Guru, le rappeur de Gang Starr. On était avec Solar et 50 personnes, je le mets dans mon bouquin au studio. Et il s'est mis derrière le micro. On s'est regardé avec Philippe et on s'est dit « Waouh !» Je lui dis « Ça fait quoi ?» Il me dit « Bah rien, je ouvert le micro. » C'était un super micro, mais c'était tout d'un coup, on était dans le disque. On était à New York, dans la rue. C'est toute l'incarnation de... C'est ce qui fait en fait le charme d'un être humain quand il parle aussi. Alors après, le chant, c'est ça. Il faut maîtriser ça. On remonte cette histoire en musique et en 1980, tu as 13 ans et tu découvres l'album Aux armes, etc. de Serge Gainsbourg et le reggae. Non, oui, en fait, cet album, c'est mon père qui le ramène à la maison. Je ne sais pas pourquoi il l'a. Et il traîne à la maison. J'adore la pochette. Et quand je l'écoute, je comprends pas trop la musique. En fait, je me dis waouh, c'est incroyable. On n'écoute pas de reggae à la maison. Franchement, en 80, il y avait un peu de Bob Marley, mais je connaissais même pas, je pense. Et donc j'écoute ça, je me dis waouh, c'est incroyable. Et puis cette façon, je connaissais pas non plus Gainsbourg, et il y avait ce côté sexy, sexuel, sensuel dans sa façon de parler. Il chantait pas, alors que j'adorais le chant. Je me dis tiens, c'est marrant, je suis hyper sensible. Et il y avait ces paroles imprimées sur la pochette et tout, qui étaient vraiment particulières. Et j'ai eu un coup de cœur grâce à cette alliance justement du reggae, d'une musique que je connaissais pas, mais qui m'a tout de suite touché. Parce qu'en plus, elle est jouée par des bruits, c'est un reggae de fou derrière lui. Et lui, qui encore une fois, là, sa voix, même s'il chante pas, porte vraiment l'affaire. Ce qui est compliqué aujourd'hui à imaginer, c'est la rencontre entre Gainsbourg et le groupe dans le studio Tuff Gong. À quel moment des gens qui voient défiler des chanteurs voient arriver un Français d'une 60aine d'années? Je pense que l'ayant croisé, l'ayant même plus que croisé, ayant eu la chance de travailler avec lui, je pense que avec Serge Gainsbourg. Avec Serge Gainsbourg, pardon, pas Bob Marley. Avec Serge Gainsbourg, je pense que sa personnalité, il était tellement déjà très drôle et charismatique, mais au-delà de ça, c'est pour ça que ça suffisait sur les Jamaïcains, c'est que c'était un musicien. Et il y a un moment ou un autre, vu la bande qui jouait, quand tu te retrouves ensemble et que tu parles la même langue, s'il n'y a pas de problème humain qui peuvent arriver, c'est ce que je pense qu'il a dû se passer. Et, parce qu'en plus, ils n'ont pas fait beaucoup de disques, toute la bande derrière lui. C'est vraiment incroyable d'avoir eu ce casting. Mais lui avait ce talent, ce pouvoir de, je pense, fédérer n'importe qui, parce qu'on sent, il se met au piano, enfin, voilà, il vivait pour la musique en fait. C'était quoi ton premier contact avec Serge Gainsbourg? Mon père me propose d'être assistant sur un live qui va enregistrer et mixer, qui est en 83, je pense, au Casino de Paris. Et les musiciens qui étaient derrière lui, c'était les musiciens. Il y avait 3-4 musiciens qui avaient joué sur le Let's Dance de Bowie. D'accord. Que j'écoutais comme un fou. Et donc après, ils sont venus faire. Donc là, je l'ai pas rencontré pendant le concert parce qu'il arrivait 2 secondes avant et il repartait juste après. Mais après, il y a eu le studio, le mixage, et avec ce qu'on appelle les re-re, c'est-à-dire des retouches de sax ou un truc de batterie qui merdait, ou les chœurs.
Et en fait, le saxophoniste et les choristes tournaient aussi avec Bowie, etc. D'accord. Donc, je mets vague là-dessus, mais parce que comme c'était des héros, j'ai pu poser Extrêmement impressionnant. Ouais. J'ai posé 1000 questions. Ils avaient un blouson de la tournée que j'essayais de leur voler, ils ne voulaient pas. Mais bref, c'était marrant. Et là, et là est arrivé donc Gainsbourg. Et j'ai vu cet homme avec sa valise. Et j'avais aucune, en fait, réellement. Bon, là, j'avais 17-18 ans, mais j'avais pas vraiment de notion encore de l'artiste. Et de son importance. Et de son importance par rapport au passé et de son importance en règle générale. Moi, j'étais resté aux armes, etc. en fait. Et là, j'ai vu cet artiste, parce que c'est vraiment le mot arriver. Déjà, bon, une descente de Cosaque. C'était un truc, à l'époque, je trouvais drôle. Ses clopes, son look, et puis surtout, il savait très très bien ce qu'il voulait, en fait. C'est ça qui était vraiment intéressant. Il paraît que quand Gainsbourg arrivait quelque part, l'atmosphère changeait tout de suite. Bah ouais, en fait, il y a une petite pression qui s'installe. C'est ce qui se fait avec les artistes comme ça qui pèsent, comme on dit. J'ai vu ça avec Johnny, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais c'est quand même aussi quelqu'un qui, quand il arrivait, il mettait tout de suite, tout le monde d'accord à table. Oh, il y a Johnny. Ouais. Ça va, Johnny? Ben là, c'était un peu ça. Bonjour, Serge. Mais sauf qu'il n'y avait pas de flag Horner, il n'y avait pas de flatteur. Il y avait juste mon père et Philippe. J'ai un trou de mémoire sur son nom qu'il produisait, ça va revenir. Philippe Le Richomme, très important. Et voilà, on était en quatuor dans la cabine. Et vraiment, ce qui était génial aussi, c'était... En fait, tu avais l'impression qu'il ne savait pas trop où il était, mais il savait exactement où il voulait aller. Découverte du sample pour notre invité Hubert. Et le sample, pour le producteur que tu es, ça a été une révolution. Pourquoi ? Ça a été une révolution. En fait, là, aujourd'hui, si tu écoutes le morceau, ça paraît comme quand j'écoutais à la même époque Elvis Presley. C'est-à-dire que c'est hyper bien, mais ça, c'est un vieux son. Il faut dire qu'à l'époque, quand c'est sorti, j'avais jamais entendu ça. Il commençait à y avoir... Le sample, j'avais une notion du sample... dès 80, 82, par les trucs d'anglais, ou même Chagrin d'amour qui parlait de rap, des trucs comme ça. Je savais à peu près, mais ça ne me parlait pas. Et quand j'ai entendu ce morceau, là, j'ai d'abord écouté la musique, les 20 premières secondes. Je ne connaissais pas James Brown à part Sex Machine, je ne connaissais pas vraiment, j'avais aucune notion de tout ça. Et là, quand on écoute le morceau, il y a deux samples, ça tourne sur les côtés. Je me suis dit, mais c'est pas un batteur, c'est pas une boîte à rythme, c'est quoi ce truc? Et après rentre Rakim. Le rappeur, pardon. Et là, je me dis, waouh, on est loin de Sugar Hill Gang, c'est quoi ce truc? Je le mets 40 fois à fond dans mon bureau. Et je sais que je dois faire ça. Cette musique, travailler avec des machines. C'est plus facile à le dire là. Je ne l'ai pas su le jour même, mais je veux dire, c'était la porte ouverte en disant, il faut que je fasse cette musique. Et donc, du coup, après, grâce à l'E3 Pod, j'ai compris d'où venaient les disques. Tu écoutes l'original, tu fais ah ouais, le mec il a fait ça avec ça, d'accord. Parce qu'en fait, le principe du sampling, c'était de prendre une mesure, un temps, 3 mesures sur un disque, de les découper comme on pouvait avec le sampler de l'époque. De récupérer les batteries, de filtrer pour récupérer des sons. Et des fois, sur un morceau, on croit qu'il y a qu'un sample, mais ça vient de 3 disques différents. Après, chacun trouvait son style. Ce qui est dingue, c'est quand on écoute ton histoire, c'est la croisée des chemins. Commencer avec une culture de musicien, de la composition, pour aller vers une musique qui a été faite par des gens qui ont utilisé les sampleurs parce qu'ils n'avaient pas accès à la composition et à la musique. C'est ça que je trouvais génial. En fait, je trouvais ça révolutionnaire. C'est ce que disent les rappeurs de l'époque. Ils disent, nous, on a utilisé les machines et les platines parce qu'on n'avait pas de guitare, on n'avait pas on ne savait pas composer. C'est comme ça que sont inventés la plupart du temps, en tout cas inventés... la contrainte crée la création. La contrainte, la non-connaissance, paradoxalement, et le besoin de s'exprimer, quoi. Pour la musique, c'était ça. Et vraiment, et je trouvais ça génial, justement, de prendre des morceaux de disques pour en faire pour recycler, quoi. Parce qu'en plus, tous ceux que ça intéressait, on a découvert des milliers de disques grâce à ça. Plein de gens se sont fait leur culture. Moi, par exemple, j'ai lu les crédits de plein d'albums pour aller écouter ce qui était sans. Ouais, c'est ça. Et puis après, tu t'achetais tous les disques de l'artiste ou t'écoutais tout. C'était incroyable. Ça a été, c'est ça aussi. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. C'est que ça a été une ouverture aussi vers la musique énorme qui est pas la même si tu fais de la guitare. Tu vas aller acheter tes héros, puis après tu as tellement de taf pour ton instrument que tu es concentré sur toi et tu ne vas pas développer autant ta culture musicale. Parce qu'en même temps, ça a été aussi inventé par les DJ. Et aujourd'hui, le sample, est-ce que c'est encore quelque chose d'actualité? On sait qu'il y a eu beaucoup de procès, que beaucoup de groupes y ont laissé des plumes. Oui, bien sûr, ce qui est un peu normal aussi. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui,
plein de gens décident justement de plus sampler, d'utiliser directement des... Oui, en plus, je pense qu'on a un moyen vraiment... En fait, ce qui était important, c'est qu'on avait tout de suite un très bon son chez soi. Ça aussi, je pense que ça a vachement aussi aidé. C'est-à-dire que tu faisais avec une boîte à rythme et un synthé, un mec qui rappe, tu avais un son, personne ne voulait t'écouter, tout, c'était impossible. Là, tu mettais 3 John Brown, un énorme pied et un truc, tu avais Public Enemy. Tu disais, waouh, c'est quoi ce groupe de fous? J'exagère, ils faisaient pas ça en 2 minutes, mais tu vois, tu dis, c'est quoi ce son de fou? Donc on a tous plongé là-dedans parce qu'on avait un son qui ressemblait à rien, ça jouait vachement. J'aimerais qu'on parle des héros dont tu parles dans le livre, parce que c'est un mot intéressant, héros. Les héros, selon toi, c'est des musiciens, c'est des producteurs. C'est pas vrai. Des gens avec des capes qui viennent sauver le monde. Non. C'est pas les miens, en tout cas. Vraiment, le vrai héros, c'est celui qui, avec le même chose que toi, fait quelque chose que tu ne feras jamais. Et que tu rêves de faire. C'est ça. Et au-delà de ça, qui en plus font avancer cet art vers l'avant, quoi. Et parfois, les héros sont des escrocs qui font partie de la grande escroquerie du rock'n'roll, avec Malcolm McLaren et son morceau Buffalo Gals. C'était typiquement un personnage des années 80. Pourquoi c'était un de tes héros? Disons, enfin, ça a été un héros avec Buffalo Gals et par ce côté où, via mon père et des potes à lui, j'entendais toujours les histoires d'escroquerie, mais je me disais quand même, bon, escroc, mais quand même toujours sur les bons coups. Ouais. Donc c'est quand même moi je veux bien. Si le mec il est au début du punk et du rap, c'est qu'il a quand même... Non, il y a pire. Ouais, il y a pire. Comme escroc. Mais peut-être que bon, après il partait avec les caisses ou je sais pas. De toute façon, il devait construire aussi sa réputation. Quoi qu'il arrive, c'est quand j'ai entendu Buffalo Gals que là, j'ai vraiment, maintenant que j'y repense, pris ma première claque. Mais là, je pouvais pas analyser. Ça qui était magique, c'est ce que j'adore, c'est quand tu vois ou que tu écoutes quelque chose et tu dis waouh, là je comprends rien, pas dans la musique, mais comment c'est fait, parce que je m'intéressais au côté technique. Et c'est resté longtemps un mystère. Est-ce que le mystère a été percé depuis? Ouais. Alors, c'est quoi le mystère? Le mystère, c'était tout simplement le sampling. Mais sauf que là, eux ne samplaient pas des bouts de disques ou des morceaux de disques, en fait. C'était avec le producteur Trevor Horn, qui était un grand avant-gardiste de la production en anglais. Et en fait, il devait avoir, je pense, un des premiers trucs qui s'appelait le Synclavier, qui était un sampler, mais ordinateur, qui coûtait 1 million de francs. Il devait y en avoir 5 dans le monde, ça avait l'air incroyable, mais incompréhensible. Et je sais qu'il avait ça, donc il y avait c'est dans les sons de batterie, c'est dans les petits sons. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment le repérer, mais à l'époque, ça ressemblait à rien. Et je me disais, mais comment ils font? Et après, j'ai eu une mini boîte qui samplait. J'ai samplé Buffalo Gals, sans vraiment réaliser que je samplais. Et j'ai compris qu'il devait faire ça, mais bon, pour avoir ce son-là, j'avais encore du boulot. Malcolm McLaren a été très moqué, justement, parce qu'on l'a qualifié d'escroc. Et un grand producteur et un grand rappeur ont rendu hommage à ce morceau Buffalo Gals des années après. Le grand producteur, c'est Dr. Dre. Et il y a un point commun entre Dr. Dre et toi, c'est le fait de pouvoir reconnaître comme ça, quand un morceau est produit, d'avoir pris cette claque, notamment avec ce morceau de Malcolm McLaren. Et le vrai point commun avec Dr. Dre, c'est quelqu'un qui, comme toi, peut passer 1 heure, 1 nuit, 1 semaine sur un son. Pourquoi est-ce qu'un son peut changer un morceau? Alors, il y a un peu de déviance dans ça. Il y a une certaine part de plaisir, je pense, à le chercher. Mais à l'arrivée, c'est que et encore, c'est ce qui va différencier, en fait, et ce qui fait ce qui va te différencier de toute la production qui se fait. Et je comprends quand tu écoutes le premier album de Snoop ou le premier album de Dre, tu sais qu'il se prenait la tête sur le son, sur les sons choisis. Et encore, voilà, ça fait partie aussi du jeu. C'est un truc... tu peux très bien faire un morceau incroyable en 2 heures, et tous les sons sont là, et bien, mais ça t'arrive une fois sur les 100. Donc le reste du temps, il faut chercher. Sinon, tu fais tout le temps la même chose, tu ressembles aux autres. Mais même ceux qui... Je pense que chacun fait ça. Après, il y a celui qui arrive à avoir la sensibilité pour être différent. Mais chacun chaque musicien, quel qu'il soit, a ce défi en lui de se dire « Attends, je ne vais pas prendre juste tel que c'est là, il faut que j'ai ma personnalité. » Et comment on sait qu'on doit s'arrêter quand un son est bon? Comment on le sait? Avec le temps, je pense que tu le sens. Tout simplement, tu dis voilà, c'est moi maintenant, ah ben là, ça me plaît. J'ai compris en fait qu'il y a t'as un premier impact mental et c'est celui-là qu'il faut écouter, pas le 25e. Parce que justement, ce qui est rassurant, c'est que j'avais lu un truc où Michael Jackson et Bruce Vedden, l'ingénieur du son de l'époque de Quincy Jones, sur le Billie Jean, ont fait 97 mix, je crois. Wow. Ouais, donc on n'est pas les seuls. Enfin, on se dit avec Philippe, on s'est dit, c'est trop bien, il n'y a pas que nous. Et en fait, à l'arrivée, Quincy Jones arrive et on remettait le deuxième.
Et c'est celui-là qui est sur le disque. Le Philippe dont tu parles, c'est Philippe Zdar, moitié du groupe Cassius. Et cette rencontre, elle est évoquée dans le livre en 1988. Ouais, fin 88, je pense. Alors, est-ce que tu peux nous resituer ? Alors, moi, je travaille dans une maison de disques. Lui est assistant dans un studio d'enregistrement. En fait, il a commencé juste un peu après moi au même endroit, c'est ça qui est marrant. Mais lui est arrivé via un pote à lui, je ne sais plus trop comment, un guitariste qui la branche pour faire un stage. Et mon père travaille beaucoup dans ce studio. Et un soir, il me dit, il faut absolument que je te présente mon assistant. Déjà, il dit, mon assistant, ça me saoule. Comment ça, ton assistant ? Et il est hyper drôle et je suis sûr que vous allez matcher. Et donc, sur le moment, je ne fais pas hyper gaffe. Et je pense 15 jours, 3 semaines, un mois après, on est dans le même studio, puisque moi, j'y suis pour Polydor, pour un groupe qui est chez Polydor. Et comme il est mon père en haut, on vivait plus ensemble depuis un moment, donc je monte le voir. Et là, je tombe sur Philippe. Et effectivement, sans même qu'il nous présente, on ne s'est pas pris dans les bras, faut pas déconner, mais il y a eu un crush. Il y a eu un crush tout de suite. Tu dis notre amitié soudaine a épousé notre osmose musicale. Ouais, c'est vraiment, il y a quelque chose, c'était fait, on était fait l'un pour l'autre, quoi. Et ensemble, vous travaillez sur un morceau et pas des moindres. C'était Bouge de là de MC Solar. Ça a été un choc musical pour toute une génération. Ça a été l'avènement de la culture hip-hop dans la pop en France. On voyait Jean-Pierre Foucault inviter MC Solar. C'est vrai. C'était complètement fou. C'était fou. On n'y croyait pas. Génial. Comment ça s'est fait, la production de ce morceau ? Alors, ce qui est bien, c'est que moi, je suis une pièce ajoutée en fait sur Bouge de là. Au départ, on est dans Solar Sing chez Polydor. C'est Philippe Ascoli qui est le directeur artistique de l'époque, et donc il me fait écouter le morceau, on pète les plombs là, parce que nous on était à fond dans Tribe Called Quest, de la soul, et on rêvait qu'arrive cette veine musicale et de rappeur, surtout en français, et il avait un peu ça, c'est-à-dire que c'était pas le rap hardcore. C'était plutôt cool. C'était plutôt cool, mais avec des paroles qui tenaient vraiment la route. Que quand Bouge là, certes, mais après, quand tu vas sur Caroline... C'était cool, mais panier. Ouais, non, c'était panier. Et puis lui aussi avait cette énergie incroyable avec Jimmy J. Et donc, en fait, ils ont commencé... moi, j'étais donc chez Polydor, ils vont au studio, et là, Philippe Zdar m'appelle en disant, faut absolument que tu passes, on se marre, c'est trop bien. Et j'arrive au bout de 3 heures, et en fait, je reste les 48 heures. Et on coproduit un peu tous, parce que moi, j'avais déjà 45 000 idées, Philippe aussi, Jimmy J aussi, et on a tout de suite... C'est là où ils ont été aussi hyper ouverts d'esprit. C'est parce qu'on parlait tout le temps déjà avec Philippe, on mettait des tonnes, et ils ont accepté, ça s'est fait. Qui a trouvé l'idée sur le morceau où ça s'arrête pour j'ai dû apparaître pour réapparaître ? Parce que le morceau, il est plein d'effets, plein de productions, il est vraiment raconté comme une histoire. Il y a c'est beaucoup entre Jimmy J et Philippe. Il y a beaucoup d'effets de mix de Philippe que je reconnais. Après, c'est un effet de mix que tout le monde reprend maintenant. Ouais, bien sûr, c'était le côté un peu presque raga. Et surtout, au-delà de ça, le mix, c'est-à-dire mettre des effets, des breaks, c'était très le mix des années 80, en fait. Il y avait une console très large, on appuyait sur les boutons, on mettait des reverbs, des délais. C'est les enfants presque de l'hypérie, mais en version moderne, quoi. Et donc, MC Solar Bouge de là, carton. Vous décidez de faire de la musique ensemble. Il y a eu la Funk Mob. Ouais. C'est un groupe qui a été créé en 1994. Et absolument. Le son de la Funk Mob, ça a été le son qu'on a entendu ensuite sur l'album de Solar. Un son très aérien, avec des batteries très mécaniques, très fortes, très new-yorkaises. Et ça a été l'ancêtre, pour moi, le vrai... on dit souvent que la French Touch est née dans les rave parties. Pour moi, c'est né là. Ce son, il est né là. Le fait d'avoir les samples, d'utiliser les filtres, les compressions, d'avoir des montées et de la progression. C'est vrai qu'on a allié vraiment, là, en plus sur la Funk Mob, on a vraiment allié... On était au début, on commençait à maîtriser un peu nos outils. C'est ça qui est important aussi quand tu fais quelque chose, c'est de maîtriser ce que tu fais. Moi, je maîtrisais vraiment, je pense bien, ce que je faisais à l'époque. Et Philippe aussi. Et on avait la même philosophie. Donc, on a passé 48 heures sur 4 morceaux, ce qui n'était pas tant que ça, mais quand même pas mal, dans un super studio. Et on voulait que ça sonne comme un disque de Solar ou comme un disque qu'on aurait fait pour d'autres. C'était pas un maxi fait dans la chambre, en fait. Je pense que c'est un des premiers pas de cette French Touch électronique, sans aucun doute. Parce que la différence avec la house de Chicago ou le son américain, je trouve que c'est la progression. C'est quelque chose que vous aviez dans le son. Ouais, et puis là, on est dans le côté aérien. On est dans le lent. On n'est pas dans le club, en fait. On est dans le lent. J'ai pas encore la culture, moi, du club. Enfin, de celle-là, en tout cas, celle avec le pied tous les temps. Et surtout, c'est
c'était l'idée c'est James Lavelle qui me motivait à me dire mais fais-moi des instrus que tu verrais de rap, mais sans James Lavelle qui a fondé Mowax, qui a sorti la Mob, qui me disait fais les instrus comme tu ferais pour un rappeur, mais sans voix, quoi. J'étais là, genre bon, alors faire des chansons hyper longues sans voix, mais c'est qui, c'est barré. Philippe m'a dit mais si, tu vas voir, c'est très simple, hop, 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 boum, boum, et on est parti, on est parti là-dessus, des morceaux de 8 minutes avec, et en fait c'est vraiment des trucs c'est la musique pour triper en fait. Et à ce moment-là, à 2 heures de Paris, parce que l'Eurostar venait d'arriver, Massive Attack, et j'aimerais qu'on écoute ensemble le morceau Unfinished Sympathy. Qu'est-ce que ça a été un choc auditif? Ouais, ah vraiment, cet album, et surtout ce morceau-là, j'ai rêvé de... D'ailleurs, je l'ai pompé, non, mais j'étais obligé... Pour le remix de Néné Cherry, on a fait un remix de Néné Cherry pour Woman, qui est en 95-16, et enfin, ça n'a rien à voir, mais j'ai vraiment pompé, j'ai pas réussi à faire les violons aussi bien, mais c'était le même principe. Mais quand c'est sorti, il y avait l'alliance justement là, du sample, du beat, mais avec de la chanson, et c'était vraiment anglais surtout. Je sais pas comment définir, c'est très 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 anglais de l'époque, je crois que c'est 90, 11. C'est ça, c'est 91. Et dans le contexte... franchement, c'est une bombe. C'est-à-dire que ça arrive, on s'est dit, oh, c'est quoi ça? Avec, en plus, c'est des artistes derrière. Moi, j'avais trouvé les maxi après, et puis il y avait Nelly Hooper, producteur. Enfin, c'était une équipe, en fait, là aussi, de gens hyper bons, au bon endroit, au bon moment. Pourquoi ce morceau, fait avec une technologie qui est aujourd'hui désuète, n'a pas pris une ride? Pourquoi est-ce que le son est toujours là? Eh ben, c'est ça. C'est en fait, c'est ce qu'on appelle, on peut appeler le momentum, c'est-à-dire que tu es au bon moment, au bon endroit, avec la bonne machine, le bon son. On rêve tous de ça, et c'est un peu ça le principe. Avec encore, comme pour tout à l'heure, une chanson d'enfer. Et une chanteuse qui la porte là aussi. Et on le voit dans ton travail, notamment sur l'album sur Pros Combat de MC Solar, le son est toujours actuel. C'est-à-dire qu'on est... Ça... Et c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Même Solar n'arrive pas à le... En fait, c'est des boucles, malgré tout. Il y a 10 ans, ce disque était vieux. Si tu l'écoutais, tu l'aurais... Quand le hip-hop est le nouveau, on va dire, je sais pas comment dire, le nouveau hip-hop, la trappe. Ouais, la trappe, mais même post-trappe, on va dire 2010, c'est peut-être déjà, bon, bref, peu importe, tu vois, le son, je veux dire, là, tout ce hip-hop-là était du rockabilly. Ouais. C'est pas possible. Et là, on vient de s'en manger 10 ans, tout d'un coup, ces boucles reviennent, et tu prends Eric Ben Rakim, tu mets Public Enemy, tu dis, waouh, tu sais que c'est vieux, mais... Ça y est, les grands disques de rap américains des années 90 et français, bien sûr, ne bougeront pas pour ça, parce que c'était fait comme des grands disques, techniquement, et artistiquement aussi. Simplement, bon, tu peux pas rester 20 ans, à moins vraiment... parce que c'est de la musique qui était très marquée, quoi. Donc forcément, il y a un moment, tu prends un petit coup de vieux, mais tu reviens. Quand tu fais partie d'une valeur sûre, c'est les cycles. Est-ce qu'on peut parler du club, de la danse ? Bien sûr. Les premiers morceaux sur lesquels tu as dansé en club, tu t'en souviens? Je me rappelle pas du morceau, mais c'était vraiment là où j'ai vraiment trippé, c'est à New York. On est arrivé par accident, enfin pas par accident, mais on est dedans par hasard avec Philippe et il me semble Solar, dans un club qui s'appelle le Sound Factory Bar, qui était je sais plus où dans New York. Et en fait, il y avait Louis Vega qui mixait ce soir-là. Moi, je connaissais vaguement... je connaissais, parce que Philippe me parlait tout le temps des Master at Works, qui étaient donc Louis Vega et Kenny Dope. Avec la femme qu'on m'avait fait écouter, mais j'avais jamais... Bon, voilà, c'était pas encore mon truc. Et quand je suis rentré, que j'ai écouté cette musique, et surtout la façon dont il la mixait, et que j'ai vu le métissage du club, des gays que tu voyais carrément jamais dans les soirées hip-hop, en tout cas, ils se cachaient. Des chauves, des grands, des petits, enfin tout ce que tu veux. C'était là, je me suis dit, waouh, là, je mets les pieds dans un truc... Ça me branche. Et à cette époque, il y avait aussi la transition avec la funk. Ouais. C'est-à-dire qu'à Paris, on dansait sur la funk. À New York, c'était Louis Vega. C'est un morceau avec des synthés, avec une basse... Une 808. 808, qui est maintenant la boîte à rythme utilisée dans 90% de la musique. Et je ne plaisante pas. Non, tu plaisantes pas. C'est fou. Pourquoi ce morceau, aujourd'hui, est toujours pareil, bien produit, actuel? Qu'est-ce qu'il a de magique? Qu'est-ce qui est dingue dans cette chanson? Moi, je l'ai découvert, la première fois que je l'ai entendu, c'était au Bus Palladium, donc une boîte plutôt de rock. Mm-hmm. Je devais avoir 17-18 ans, et en fait, quand il mettait ça au milieu de son set, et ça me rendait fou. Je retournais, je pense, chaque mardi juste pour ce morceau. Et je pense que c'est encore là aussi, il y a l'alliance de la ligne de basse qui est vraiment
Incroyable. C'est un peu comme Michael, tu dis wow, c'est bien ça. Je me le garde tout de suite. Que j'ai essayé de pomper dans Cassius toute ma vie. C'est-à-dire que à chaque fois dans Cassius, il y avait cette basse qui était présente. Il y avait celle-là. Cette idée-là. Et celle de Ain't Nobody de Chaka Khan. Enfin, je peux te la faire à la bouche, là c'est un peu compliqué, mais pour ceux qui connaissent, il y avait toujours. Voilà, ça c'est vraiment les deux et un peu de chic. Mais en tout cas, donc SOS Band, Dobby Kutumi, il me semble que c'est le groupe de Jimmy Jam, Terry Lewis, si je ne dis pas de bêtises. Producteur notamment de Janet Jackson. De Janet Jackson, qui ont vraiment, et de 1000 trucs, c'est le son de Minneapolis avant Prince. Enfin, quand je dis avant, c'est un peu avant. Et qui est vraiment, je sais pas, c'est la soul moderne noire américaine, mais avec un son limite techno par moment, ça qui est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que j'ai choisi de te faire écouter ce morceau, c'est que Jam et Lewis, c'était aussi un des premiers duos de producteurs, comme Cassius. C'était de la musique produite par 2 personnes, inséparables. T'as raison. Et c'était un son qu'on pouvait identifier à la seconde. C'est des producteurs qui ont travaillé pour SWV, pour un nombre pour Michael Jackson. Enfin, voilà. La plupart des gros tubes américains des années fin 80, début 90, c'est eux. Et il y a eu la transition ensuite avec la techno. Et j'aimerais te faire écouter un morceau, le début d'un morceau, que tu me dises quel choc pareil ça a été et quelle déflagration ce morceau a provoqué dans les clubs. JD, Plastic Dreams, pourquoi ce morceau pareil, avec 3 fois rien, a fait danser la planète entière et rend fou en fait à chaque fois qu'on est dans un club et qu'on entend les premières notes. C'est vrai, c'est un tube en fait. Bon, c'est une mauvaise réponse, mais d'abord c'est un tube. Mais il y a un truc, c'est la nuit. Ce morceau en fait, c'est quand en l'écoutant, tout. Il y a une pour ceux qui l'écoutent au casque, il y a une réverb particulière sur le son. Il y a une réverb un peu partout. Et ça peut symboliser un peu le club, qui a un son qui est pas, t'entends un peu ces résonances, etc. Mais je sais pas pourquoi il fait penser à la nuit. Et c'est une genre d'enfant de French Kiss, tu vois. C'est ce principe d'hypnotisme avec des notes et des sons hyper populaires. Son intro, je parle là, ça pourrait être un morceau de Corona en fait au départ, mais ça l'est pas en fait. C'est hyper underground et donc c'est ce mélange et en fait tu te rends compte que la plupart des gros tubes classiques ont cette recette du truc qui frôle c'est pas possible entre l'underground et la verveine. Et la verveine, c'est exactement ça. On remonte dans le temps. Cassius 1999. Qu'est-ce que vous attendiez de cette année? Et en le faisant de disque, on voulait juste se marrer. Au départ, j'ai dit à Philippe, viens, on s'enferme au studio. L'histoire de Solar était finie. J'avais vraiment un blues de fou. Comment ça s'est fini d'ailleurs? Ça s'est fini parce qu'en fait, on a fini on a fait les 2 albums et puis après, c'est rentré dans l'histoire de procès à Abracadabran avec Universal et du coup, voilà, il n'y avait plus de Jimmy J. Ça s'est fini très bien entre nous, mais je veux dire, je savais qu'il y avait cette pause. De musique. Voilà. Et coup de blues, j'ai ma fille qui naît. Et là, je me dis, on m'a toujours dit, quand tu as des enfants, ça te fout la patate et tout. Moi, je me suis dit, tiens, peut-être qu'on devrait faire un disque. Et on s'est enfermé un mois au studio. Philippe, toujours surpartant, donc on est parti, on a ramené tout ce qu'on avait, et puis en fait, on s'est éclaté. C'était les gamins au bac à sable, quoi. Vraiment, et ça s'entend vachement dans le disque quand je l'écoute maintenant. À un moment, j'écoutais plus, mais là, récemment, j'écoutais. Et je retrouve. Il y a un truc que je n'entendais pas avant, mais un truc de môme vraiment dans la façon dont c'est programmé. Tu vois, la version de Cassius 99, là, ça c'est la version de l'album qui passe là. C'est un truc de gamin, ça s'entend, quoi. Mais c'est hyper frais, quoi. Ça me fait hyper plaisir d'écouter ça. Et ça a été vraiment le début de notre carrière professionnelle, on va dire. C'était aussi le début des voyages dans le monde. Ah ouais, là, c'était le début du passeport, quoi. Parce que c'est la première fois, en tout cas, il y a eu toute une vague d'artistes dont la musique a voyagé dans le monde entier. Ouais. Et tout d'un coup, les projecteurs étaient sur la France. Voilà, notamment grâce au Daft Punk, qui me sortait d'un carton phénoménal, mais très, avec une image très underground encore, donc un peu un truc mystérieux, de genre, waouh, ça cartonne, mais on les voit pas, ils parlent pas, c'est quoi ce truc? Et on était tous un peu dans cet esprit de ne pas se mettre en avant, puisqu'aucun de nous chantait. Donc il fallait comment faire pour exister sans se montrer. Donc il fallait du graphisme fort, puis on adorait ça. Bon, c'était un ensemble de choses et c'était cohérent avec tout ce qui se passait. Et les portes se sont ouvertes dans le monde entier, effectivement.
Les chansons ont aidé, mais quand même, c'était très, 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 très nouveau. Ça a été quoi le premier choc à l'international pour Cassius ? La première fois où vous avez dit « Oula, il se passe quelque chose ». C'est l'Angleterre. C'est quand tu arrives et que c'est vraiment la folie. Peut-être le premier, en fait. Non, le vrai premier choc où j'ai pas compris. Enfin, on l'a pas compris avec Philippe, vraiment. C'était au Twilo à New York en 98 ou 17. On jouait avec les DAF, Roman Tony et François K, qui est une légende du disco. C'est l'affiche, la soirée, on a encore envie d'être. Ouais, et en plus, vraiment, celle-là était... vraiment, je me rappelle pas toutes les soirées, mais celle-là, c'était... sauf que j'ai mis un Marcel, je sais pas pourquoi j'avais une photo. J'étais en Marcel. Grand mystère. En nage et tout, mais il y avait... Et en plus, à débarquer, c'est New York, et à débarquer toute la scène, parce qu'il y avait les DAF, plus nous naissants, et Roman Tony, toute la scène de DJ de New York. On a pris dans les bras tous nos héros de disques naissants. Ouais, c'était incroyable. Je n'y croyais pas. J'ai pas dormi. C'était un truc sans rien prendre. C'était vraiment un truc. C'était un rêve de gosse qui se prenait. Parce que là, on s'est dit, ouais, je crois que le disque n'était pas sorti. Donc, il y avait une queue de 300 mètres. J'ai des images. Il faut prouver ce qu'on n'a jamais revécu après, en tout cas à New York. Donc ça, c'était le premier pas. Mais après, vraiment, la vraie claque, c'était Londres. J'aimerais qu'on écoute un extrait du tube. Pour le coup, c'est vraiment le tube de Cassius, I Love You So. D'où sort la voix ? Alors, elle s'appelle Sandra Richardson. Ouais. Le morceau est horrible. Pardon à ceux qui l'ont fait, mais en fait, c'est le début, c'est les 2 premières phrases du couplet, je crois. D'accord. Mais c'est un coup de... C'est à l'époque... En fait, c'est un sample ? C'est un sample, ouais. D'accord. Je pensais que c'était vous qui aviez fait chanter quelqu'un. Non, après, on l'a fait rechanter, mais c'est un sample... Ça vient d'un sample où... je donnais avec mon frère énormément de trucs. Il y a eu l'époque des blogs en 2010, on pouvait encore downloader des milliards de trucs. Et là, je tombe sur un truc génial avec plein de soul. Et j'ai vraiment... Il y avait l'instru, on galérait à trouver un truc. Il manquait quelque chose, en fait, sur ce refrain. Et vraiment, j'ai fait barre espace et le truc, ça a fait... Waouh, c'est bon, ça. En fait, c'est ça. C'est l'anti 7 jours à chercher. Ouais, c'est ça. Et 7 jours, c'était sur le refrain, les accords, et trouver ce son qui fasse pas. Parce que si tu joues les accords au piano, t'es à Montélimar. Mais ce qui est drôle, c'est d'avoir mélangé un sample de soul et un truc complètement cosmique avec des accords de l'espace, des synthés. Bah ça, c'est vraiment l'alliance de Philippe et moi, en fait. C'est ce truc où tout d'un coup, ça fait partie. C'est aussi la musique, en fait. Le son se mélange à c'est les résonances, ce son on dirait que tout est à fond. C'est un vrai ovni, je trouve, ce morceau. Et c'est pour ça que c'est une des raisons avec je ne sais quoi qui fait que ça a passé. Et ensuite, Cassius, sur le label Headbanger, label fondé par Pedro Winter, sur lequel était signé DJ Mehdi, Justice. La deuxième vague, on dit donc qu'il y a une espèce de deuxième vie pour Cassius. Ouais. Renaissance, ça a commencé en juin 2010 dans une chambre d'hôtel avec Philippe Zdar, Mehdi et Pedro. Est-ce que tu as un souvenir de cette chambre d'hôtel, de ce moment-là ? Ouais, très bien. On était en Écosse, on devait jouer en face du lac du Loch Ness, je crois. C'est même sûr. Et en fait, on attendait les Justices qui étaient en retard ou qui arrivaient de je sais pas où. Et c'était pendant la Coupe du Monde, donc quand il y avait ces matchs avec les vuvuzelas, tout le monde hurlait, donc il y avait ça. Et donc à un moment, on se fait chier dans la chambre et Philippe dit mais j'ai les morceaux. On venait de faire des morceaux, mais il n'y avait pas le Lusso dans la liste. Et donc on fait écouter ça à Mehdi et Pedro. Et donc entre 45 000 trucs, Mehdi s'excite comme un fou, Pedro saute en l'air. Et il nous dit bon, quand même, laissez-moi les morceaux, je réécoute ça à Paris bien. Et en fait, 3 jours après, il nous appelle, les mecs, on est à fond, ça vous branche, je vais faire un maxine. On était on n'avait plus rien, plus de maison de disque, on était des logdus, quoi. On a dit, mais à fond, on s'est tapé dans la main. Et on lui a amené à Lusso 10 jours après. Et là, c'était un peu la fête au village pour lui, parce que au départ, c'était un maxi censé être un maxi. Et là, il savait qu'il y avait un truc un peu plus fort. Aujourd'hui, si on boucle un peu cette histoire, de l'amour de Serge Gainsbourg, l'amour du sample, l'amour du beat, de la musique où on parle et de la rythmique, ça donne ce que fait Boom Bass aujourd'hui. Ce qu'on aime faire, Hubert, dans cette émission, c'est présenter des artistes à d'autres artistes. Et on aimerait te présenter et présenter aux auditeurs une surdouée. Elle s'appelle Loubiana, elle vient de Belgique et elle manipule un instrument d'une beauté rare qu'on appelle la kora. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Comment ça va ? Très bien, je suis très contente d'être là, Bonsoir. en bonne compagnie. Bienvenue Loubiana. Moi aussi. Ben voilà, c'est une connexion qu'on aime bien faire. Tu as grandi dans une famille de musiciens. Tu as commencé par étudier le piano, la guitare, le saxophone, et un jour tu as découvert la kora. Peux-tu présenter la kora ?
La kora, c'est l'instrument des griots, déjà, qui sont des hommes, qui sont les conteurs et les magiciens d'Afrique de l'Ouest. Et c'est un instrument assez sacré parce que la kora sert à partager l'histoire, en fait, à transmettre. Et donc, c'est une sorte de harpe africaine assez folle parce qu'elle est faite d'un fruit. Donc, c'est très organique. Et puis, ça a vraiment une magie, en fait. C'est un son assez unique. À 17 ans, tu participes à l'émission The Voice version belge. Mhm. Tu as assuré les premières parties de Youssou N'Dour. Comment on en arrive là ? Je sais pas. Je pense que tout mon chemin a été parsemé de rencontres. Et puis, j'ai toujours eu un vrai amour pour la diversité, la culture, l'ouverture à l'autre. Donc, c'était très beau pour moi, en fait, de pouvoir jouer en première partie de Youssou N'Dour et puis aussi avec la kora que je revisite. C'était très beau d'avoir la bénédiction de ce grand artiste et puis dans tout mon parcours, en fait, globalement, de belles rencontres. Quand on prend l'évolution des générations qui se sont installées en Europe, en Belgique, aujourd'hui on voit que les plus jeunes reprennent les instruments, reprennent les traditions, mais d'eux-mêmes en fait, qu'il n'y a pas du tout une volonté imposée. Quand on voit aujourd'hui les mélanges, mais dans toutes les scènes, hein, qu'il s'agisse du hip-hop ou même des scènes techno ou électro, il y a toujours aujourd'hui une influence africaine. Et toi, le fait de manipuler la kora, ça t'est venu d'où ? En fait, la kora, elle m'a vraiment choisie parce que j'étais à 2 doigts d'arrêter mes études de musique. J'ai eu un parcours académique très compliqué. On m'a fait doubler. On m'avait dit que j'avais pas ma place dans le milieu musical. Et donc, j'ai vraiment demandé à la vie un signe à un moment donné où je me sentais très, très perdue. Et puis, j'ai commencé à faire cette vision pendant des semaines où je me voyais en train de jouer une sorte de harpe. Et j'étais tellement bien, en fait, j'étais en apesanteur et j'ai été obsédée par cette vision que j'ai cherchée partout, sur Internet. J'ai vu la petite harpe de Astérix et Obélix. C'était pas ça. Génial. Ouais. Et puis, un mois plus tard, je suis partie à Majorque avec ma maman. Et j'avais fait ce voyage pour lui annoncer que j'arrêtais mes études et que, voilà, j'y arriverais pas. Et puis, sur la grande place de Majorque, j'entends ce son que j'oublierai jamais, qui m'a clouée sur place. Et j'ai regardé partout autour de moi et j'ai vu cet homme en train de jouer de cet instrument. Et c'est comme un coup de foudre, en fait. J'ai su que c'était elle. Et j'aimerais qu'on écoute, parce que tu es venu avec une kora, Loubiana interprétée Self Love sur Europe 1. Daddy said that I should love myself, but he didn't look me in the eyes. All I saw was a reflection, my hero with imperfection, and no place to hide. Self-love is so hard to find. You give yourself away and you wonder why. Self-love is so hard to find when you only see yourself from their eyes. People say in life you get what you ask. Just don't ask for too much. Don't ask for too much. 'Cause I know them well, those demons of myself. One day somehow I let them go. Self-love is so hard to find. You give yourself away and you wonder why. Self-love is so hard to find when you only see yourself from their eyes. When you only see yourself from their eyes.
Vous venez d'entendre Loubiana interpréter son morceau Self Love sur Europe 1 et on a demandé une petite cover, une reprise, ce qu'on appelle ici une couverture parce qu'on est dans Verven Underground, on aime bien les petites choses qui nous réchauffent et tu as choisi Billie Eilish avec Everything I Wanted. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kind of thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted, but when I wake up, I see you with me, and you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why you're here. They don't deserve you. Bravo, merci Loubiana. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Allez, comme ça, je dirais beaucoup de concerts, beaucoup de musique et beaucoup d'amour. Allez, comme ça, je te dis merci. Merci. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. On vient de prendre une petite claque. Ouais, merci. Merci, c'est très très beau. Et en plus, c'est un instrument incroyable de douceur. Et comme tu es sur, bon, je peux parler des heures, mais comme tu es sur l'arpège, et pas là, c'est encore plus difficile la musique quand il n'y a pas d'harmonie comme ça. C'est impressionnant. Et c'est très très doux, quoi. Il y a la douceur de l'organique, je pense. Ouais. Bah, merci beaucoup. En plus du talent. Ouais. Écoute, on comprend pourquoi l'instrument t'a trouvé. Merci. Et on est ravis de t'avoir trouvé. Un plaisir partagé. Et que tu nous aies trouvé. Que d'amour. Merci. Pas de verveine sans infusion. C'est l'œuvre qui a pu vous marquer tous les deux. On commence avec toi, Loubiana. Tu as choisi L'Alchimiste de Paulo Coelho. Oui, exactement. J'ai choisi ce livre qui, pour moi, est une très belle première approche à la spiritualité et puis au voyage, en fait. Il m'a fallu 10 ans pour sortir mon premier album. Et ce livre, il m'a beaucoup parlé parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui cherche pendant des années un trésor, en fait, qui se trouve sous ses pieds. Donc, ça me parle beaucoup. C'est pas un spoiler, hein, je vous rassure. Non. Mince. Mais on espère que la suite sera aussi sublime. Boom-Bass, Voyage au bout de la nuit de Céline. Oui, c'est alors ce livre, c'est quand je l'ai terminé la première fois, ça devait être il y a 15 ans, je l'ai lu tardivement. Et je me suis dit, il faut qu'un jour j'arrive à faire ça. Enfin, pas Voyage au bout de la nuit, mais un livre. Je pense que ça a été un déclencheur, ça m'est revenu il n'y a pas longtemps, ça a été un vrai choc. Il y a le langage, il y a le ton, l'histoire complètement folle. Enfin bon, tout le monde en a. C'est un livre. Et puis l'apparente facilité de quelque chose qui est en fait très dur à faire. Je me suis dit, mais c'est ça, je vais faire comme lui. Comme à chaque fois en musique, je me suis dit, il suffit de faire quelques phrases courtes avec des points de temps en temps, 3 points. Quoiqu'il n'y a pas trop ça encore dans celui-là. Et en fait, c'est un enfer. Donc je l'ai lu au moins, je pense, 4 fois. C'est un des rares livres que j'ai lu beaucoup et que je découvre tout le temps des choses dedans, et ce qui m'a surtout fait découvrir Céline, son œuvre surtout. Hein. Et voilà. Le livre qui m'a vraiment mis le pied au cul. Donc Loubiana recommande L'Alchimiste de Paulo Coelho et Boom-Bass, Voyage au bout de la nuit de Céline. Avant de dire adieu à Boom-Bass, une recommandation, c'est le producteur Vegin, c'est ça ? Ouais, je pense qu'on dit comme ça. Je l'ai découvert pendant qu'on était enfermé. Là, j'écoutais beaucoup de musique. Et je pense qu'il doit être dans la trentaine, un truc comme ça, c'est une nouvelle génération. Et au départ, j'ai écouté en me disant, oh, ça a l'air facile, encore une fois, je vais un peu m'inspirer du truc. Et en fait, et en plus, il est beau.
Et donc ça m'énerve doublement. Et je suis hyper jaloux. Mais il est hyper doux, enfin il est très doué et c'est faussement simple et ça part dans plein de directions et c'est très moderne. Voilà, je sais pas si j'ai fait un portrait. Il a travaillé sur Blonde, l'album de Frank Ocean. Ah, je savais pas. Astro World de Travis Scott ou Je l'album. déteste encore plus. Voilà, All My Heroes Are Cornballs de la JPEG Mafia. Boombas, on adore t'entendre parler de musique. Est-ce que ça te dirait de venir de temps en temps nous parler de musique sur Europe 1 dans Verven Underground? Ça me dirait carrément. Et c'est ce qu'on appelle un recrutement à l'antenne. À l'ancienne. Voilà, une proposition d'embauche. Allez mon coco, tu démarres la semaine prochaine. Tu pars pointer. Mais là, toute cette émission, on a parlé de musique. Ouais. J'adorerais que tu viennes le faire de temps en temps, que tu choisisses un morceau et que tu nous D'accord, racontes. ouais, ça me branche vraiment. Voilà. Et Ljubljana, entre deux tournées, tu es également chez toi, bien évidemment. Allez, moi aussi, je suis là. Tu viens quand tu veux, voilà. mais on a eu un crush Ljubljana aujourd'hui. C'est une découverte exceptionnelle. On te souhaite le plus beau, le plus grand, le plus fantastique des voyages. Et j'espère que ta musique touchera le cœur d'énormément de personnes. Merci. Bravo Ljubljana. Merci beaucoup. Mais de rien, merci. Merci Hubert Blanc-Francard. Boombas, une histoire de la French Touch, est disponible aux éditions Léo Cher. Donc c'est pas des lol. Hein. On se retrouve sur Europe 1 bientôt. Ouais, non. Tu rejoins vraiment l'équipe. Ouais. Ah, ça me fait plaisir. Et Ljubljana. Faut que j'appelle mon agent. Attends. Ok. Moi, je suis témoin. Voilà. Maintenant, je me back up avec Ljubljana. Elle va venir un coup de Cora. Mais d'ailleurs, Ljubljana, tu vois, je pensais à ceux qui t'ont dit qu'il fallait pas que tu fasses de musique, tu vois. C'est cette phrase, quand on l'a dit, faut réfléchir. Ljubljana, merci. Ton album Beloved est également disponible. Et tu reviens évidemment quand tu veux sur Europe 1. Passe une excellente soirée.